Du temps de Camille, la difficulté était déjà sur la route de trouver des hôtels acceptant les fumeurs. Mais il nous suffisait, pour les raisons que j'ai dites, d'une journée pour traverser l'Espagne, d'une autre pour allier Paris. Et nous avions découvert quelques établissements dissidents, l'un sur la côte basque, l'autre sur la côte vermeille. Un troisième dans les Pyrénées-Orientales également, mais plus à l'intérieur des terres, à Bagnères de Luchon exactement, déjà dans les montagnes. Et c'est peut-être de ce dernier, le château de Riel, que je conservais le plus féerique souvenir, en raison de la décoration kitsch, pseudo-exotique, improbable de l'ensemble des chambres. L'oppression légale était moins parfaite alors, il y avait encore quelques trous dans les mailles du filet. Mais aussi j'étais plus jeune. J'espérais pouvoir demeurer dans les limites de la légalité. Je croyais encore en la justice de mon pays. J'avais confiance dans le caractère globalement bénéfique de ces lois. Je n'avais pas encore acquis ce savoir-faire de guerriero qui me permettrait par la suite de traiter avec indifférence les détecteurs de fumée. Le couvercle du dispositif, une fois dévissé, 2 bons coups de pince coupante pour désactiver le circuit électrique de l'alarme et on n'en parle plus. Il est plus difficile de s'y convenir les femmes de ménage, dont l'odorat surentraîné à la détection des odeurs de tabac ne souffre en général aucune faiblesse. La seule solution dans ce cas est de les arroser. Un pourboire généreusement distribué permet toujours d'acheter leur silence. Mais évidemment, dans ces conditions, le séjour finit par coûter cher et on n'est jamais à l'abri d'une trahison. J'avais prévu notre première étape dans le Parador de Chinchon. C'était un choix peu contestable. Les paradores en général sont un choix peu contestable, mais celui-là en particulier était charmant, installé dans un couvent du XVIe siècle. Les chambres donnaient sur un patio dallé où s'écoulait une fontaine. Partout dans les couloirs et à la réception déjà, on pouvait s'asseoir dans de magnifiques fauteuils espagnols en bois sombre. Elle s'y installa, croisant les jambes avec cette hauteur blasée qui lui était habituelle, et sans prêter la moindre attention au décor, alluma aussitôt son smartphone, à l'avance prête à se plaindre qu'il n'y avait pas de réseau. Il y avait du réseau, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Ça allait l'occuper pendant la soirée. Elle dut quand même se relever, non sans marquer quelques signes d'agacement, pour présenter elle-même son passeport, ainsi que son titre de séjour en France, et pour signer aux endroits indiqués. 3 en tout sur les différentes fiches présentées par l'hôtelier. L'administration des Paradores gardait un côté étrangement bureaucratique et tatillon, absolument inadapté à ce que doit être dans l'imaginaire touristique occidental la réception d'un hôtel de charme. Les cocktails de bienvenue, ce n'était pas leur genre. La photocopie des passeports, si. Les choses n'avaient probablement pas beaucoup changé depuis Franco. Pourtant, les Paradores étaient des hôtels de charme. C'en était même l'archétype presque parfait. Tout ce qui pouvait encore tenir debout en Espagne en termes de château fort moyenâgeux ou de couvent Renaissance avait été converti en parador. Cette politique visionnaire, mise en place dès 1928, avait pris toute sa dimension un peu plus tard, avec l'arrivée au pouvoir d'un homme, Francisco Franco, indépendamment d'autres aspects parfois discutables de son action politique, pouvait être considéré comme le véritable inventeur, au niveau mondial, du tourisme de charme. Mais son œuvre ne s'arrêtait pas là. Cet esprit universel devait plus tard jeter les bases d'un authentique tourisme de masse. Qu'on songe à Benidorm, qu'on songe à Torremolinos, existait-il dans le monde, durant les années 1960, quoi que ce soit qui puisse y être comparé? Francisco Franco était en réalité un authentique géant du tourisme, et c'est à cette aune qu'il finirait par être réévalué. Il commençait d'ailleurs à l'être dans quelques écoles hôtelières suisses. Et plus généralement, sur le plan économique, le franquisme avait récemment fait l'objet de travaux intéressants à Harvard et à Yale, montrant comment le caudillo, pressentant que l'Espagne ne parviendrait jamais à raccrocher au train de la révolution industrielle qu'elle avait, il faut bien le dire totalement manqué, avait hardiment décidé de brûler les étapes en investissant dans la 3e phase, la phase finale de l'économie européenne, celle du tertiaire, du tourisme et des services, donnant ainsi à son pays un avantage concurrentiel décisif à l'heure où les salariés des nouveaux pays industriels, accédant à un pouvoir d'achat plus élevé, souhaiteraient l'utiliser en Europe
soit dans le tourisme de charme, soit dans le tourisme de masse, conformément à leur statut. Il n'y avait ceci dit pour l'instant aucun Chinois au parador de Chinchon. Un couple d'universitaires anglais des plus ordinaires attendait son tour derrière nous, mais les Chinois viendraient. Ils viendraient certainement. Je n'avais aucun doute sur leur venue. La seule chose était peut-être quand même de simplifier les formalités d'accueil. Quel que soit le respect que l'on puisse et que l'on doive éprouver pour l'œuvre touristique du Caudillo, les choses avaient changé. Il était peu probable maintenant que les espions venus du froid songent à se glisser dans l'innocente cohorte des touristes ordinaires. Les espions venus du froid étaient eux-mêmes devenus des touristes ordinaires à l'instar de leur chef, Vladimir Poutine, le premier d'entre eux. Les formalités une fois accomplies, l'ensemble des fiches d'information de l'hôtel paraphées et signées, je connus encore un instant de jubilation masochiste en surprenant le regard ironique, voire méprisant, que me jeta Yuzu lorsque je tendis au réceptionniste ma carte « Amigos de Paladoles » pour faire valider mes points. Elle ne perdait rien pour attendre. Je me dirigeai vers notre chambre, traînant ma Samsonite. Elle me suivit, la tête hardiment dressée, ayant laissé ses deux bagages, Zadig et Voltaire, ou bien Pascal et Blaise, j'ai oublié, au beau milieu du hall de réception. Je feignis de ne rien remarquer et aussitôt arrivé dans notre chambre, je me servis une couche campo dans le minibar en allumant une cigarette. Je n'avais rien à craindre. Différentes expériences m'avaient convaincu que les détecteurs de fumée dans les Paladoles dataient eux aussi de l'ère franquiste, plutôt de la fin de l'ère franquiste, et que tout le monde s'en foutait, qu'il ne s'agissait que d'une concession tardive et superficielle aux normes du tourisme international, basée sur l'illusion d'une clientèle américaine qui de toute façon n'atteindrait jamais l'Europe et encore moins les Paladoles. Venise, seule en Europe, pouvait encore se prévaloir d'une vague fréquentation américaine. Il était temps à présent pour les professionnels européens du tourisme de se tourner vers des pays plus frustes et plus neufs, pour qui le cancer du poumon ne représentait qu'un inconvénient marginal et peu documenté. Pendant une dizaine de minutes, il ne se passa rien, ou à peu près. Yuzu tourna un peu en rond, vérifia que son smartphone captait toujours, qu'aucune boisson du minibar ne correspondait à son statut. Il y avait des bières, du coca ordinaire, même pas de coca light, et de l'eau minérale, puis elle lâcha d'un ton qui n'arrivait même plus vraiment à être interrogatif. « Il n'amène pas les bagages ?»« Je l'ignore, » répondis-je avant d'ouvrir une seconde Cruzcampo. « Les Japonais ne peuvent pas vraiment rougir. Le mécanisme psychologique existe, mais le résultat est plutôt âcre. » Enfin, elle digéra l'affront, je dois le reconnaître. Il lui fallut une minute de tremblement, mais elle digéra l'affront. Elle se retourna sans un mot et se dirigea vers la porte. Elle revint quelques minutes plus tard, traînant sa valise, pendant que je terminais ma bière. Lorsqu'elle revint encore 5 minutes après avec son sac de voyage, j'en avais entamé une troisième. Le voyage m'avait vraiment donné soif. Comme je l'escomptais, elle ne m'adressa plus la parole de la soirée, ce qui me permit de me concentrer sur les mets. À l'exploitation du patrimoine architectural, les Paladoles ont depuis le début choisi d'adjoindre la mise en lumière des gastronomies régionales espagnoles, et le résultat à mes yeux est souvent délicieux, quoiqu'en général un peu gras. Pour notre seconde étape, j'avais encore fait monter les enchères en optant pour un relais château, le château de Brandos, situé sur le territoire de la commune d'Anglais, non loin de Biarritz. Cette fois, il y eut un cocktail de bienvenue, des serviteurs empressés multiples, des cannelés et des macarons disposés à notre intention dans des coupelles de porcelaine. Une bouteille de Ruinart nous attendait au frais dans le mini-bar. Enfin bref, c'était un putain de relais château dans cette putain de côte basque. Tout aurait pu aller pour le mieux si je ne m'étais soudain rappelé, précisément en traversant le salon de lecture où de profonds fauteuils à oreillettes encadraient les tables recouvertes de piles de Figaro Magazine, Côte Basque, Vanity Fair et autres publications, que j'étais déjà venu dans cet hôtel avec Camille à la fin de l'été précédent, notre séparation, à la fin de notre dernier été, le minime et très temporaire regain de bienveillance que j'aurais pu éprouver pour Yuzu, qui dans cet environnement plus favorable avait repris du poil de la bête, qui s'était en quelque sorte remise à ronronner et qui avait déjà commencé à étaler quelques tenues sur le lit, dans l'évidente intention d'être éblouissante à l'heure du dîner, avait aussitôt été annulée par la comparaison que j'étais inévitablement amené à faire entre leurs attitudes.
Camille avait traversé bouche bée les salons de réception, contemplant le nez en l'air les tableaux dans leur cadre, les murs de pierre apparentes, les lampadaires ouvragés. En pénétrant dans la chambre, elle s'était arrêtée, impressionnée, devant la masse immaculée du lit king size, avant de s'asseoir timidement à son bord, pour essayer sa souplesse et son moelleux. Notre junior suite avait vu sur le lac. Elle avait aussitôt voulu prendre une photo de nous deux. Et lorsque, ouvrant la porte du minibar, je lui avais demandé si elle voulait une coupe de champagne, elle s'était exclamée « Oh oui !» avec une expression de bonheur total. Et ce bonheur accessible aux classes moyennes supérieures, je savais qu'elle en savourait chaque seconde. C'était différent pour moi. J'avais déjà eu accès à cette catégorie d'hôtels. C'était dans ces hôtels que mon père faisait étape lorsque nous partions en vacances à Méribel, dans le château d'Igé en Saône-et-Loire, ou bien au domaine de Clairefontaine, de Chaunas-Lamballan. J'appartenais moi-même aux classes moyennes supérieures, alors qu'elle était une enfant des classes moyennes, et à vrai dire plutôt paupérisée par la crise. Je n'avais même plus envie d'aller me promener sur les bords du lac en attendant l'heure du dîner. L'idée même en était odieuse, comme une profanation. Et c'est avec réticence que j'enfilai une veste, après avoir quand même terminé la bouteille de champagne, pour me rendre au restaurant de l'hôtel, simplement étoilé au guide Michelin, où John Argan revisitait de manière créative le terroir basque à travers son menu, le marché de John. Ces restaurants auraient d'ailleurs été supportables si les serveurs n'avaient récemment acquis la manière de déclamer la composition du moindre amuse-bouche, le ton enflé d'une emphase mi-gastronomique mi-littéraire, guettant chez le client des signes de complicité ou au moins d'intérêt, dans le but, j'imagine, de faire du repas une expérience conviviale, partagée, alors que leur seule manière de lancer « bonne dégustation » à l'issue de leur harangue gourmande suffisait en général à me couper l'appétit. Une autre innovation encore plus regrettable depuis ma venue en compagnie de Camille était l'installation des détecteurs de fumée dans les chambres. Je les avais repérés dès mon entrée. En même temps, j'avais noté que, vu la hauteur sous plafond, au moins 3 mètres, plus probablement 4, il me serait impossible de les désactiver. Après avoir tergiversé 1 heure ou 2, je découvris des couvertures supplémentaires dans un placard et m'installai pour dormir sur le balcon. Heureusement, la nuit était douce. J'avais vécu bien pire lors d'un congrès à Stockholm sur la filière porcine. Une des coupelles de porcelaine contenant les pâtisseries me servirait de cendrier. Il me suffirait de la nettoyer au matin et d'enfouir les mégots dans une des jardinières d'hortensias. La 3e journée de voyage fut interminable. L'autoroute A10 semblait presque entièrement en travaux et il y eut 2 heures de bouchon à la sortie de Bordeaux. C'est dans un état d'exaspération avancée que j'arrivai à Niort, une des villes les plus laides qu'il m'a été donné de voir. Yuzu ne put réprimer une mimique de stupéfaction en s'apercevant que notre étape du jour nous conduisait à l'hôtel Mercure Marais Poitevin. Pourquoi lui infligeais-je pareille humiliation? Humiliation de surcroît vaine, puisque, m'a appris la réceptionniste avec une nuance visible de satisfaction mauvaise, l'hôtel venait tout récemment, à la demande de la clientèle, de passer en 100% non-fumeur. Oui, c'est vrai, le site internet n'avait pas encore été corrigé. Elle en était consciente. Pour la première fois de ma vie, c'est avec soulagement que je vis apparaître le lendemain en milieu d'après-midi les premiers contreforts de la banlieue parisienne. Jeune homme, lorsque chaque dimanche soir je quittais Senlis où j'avais vécu une enfance très protégée pour retourner poursuivre mes études dans le centre de Paris, lorsque je traversais Villiers-le-Bel, puis Sarcelles, puis Pierrefitte-sur-Seine, puis Saint-Denis, lorsque je voyais peu à peu autour de moi s'élever la densité de la population et les barres d'immeubles, et dans l'autobus la violence des conversations augmenter et le niveau de danger visiblement s'accroître, j'avais chaque fois la sensation nettement caractérisée de revenir en enfer, et dans un enfer bâti, à leur convenance, par les hommes. Maintenant c'était différent, un parcours social sans brio particulier mais correct m'avait permis d'échapper, je l'espérais définitivement, au contact physique et même visuel des classes dangereuses.
J'étais maintenant dans mon propre enfer que j'avais bâti.